Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, presque même le dernier épisode chez Flat69. Et l'objectif final, c'est que notre moteur arrive à l'étape de remontage avec les gars qui sont en train de bosser derrière. L'idée, c'est qu'aujourd'hui on aille de ce côté-là, partie usinage, terminer toute la préparation du moteur, l'usinage, les chemises, la fabrication, les guides de soupape, etc. Donc les amis, on va récupérer le chariot qu'on a laissé à la porte à l'usinage et on va aller voir chaque étape de l'usinage de ce moteur-là. C'est parti. Allez, première étape, on va aller à la fabrication des chemises. Alors salut Cyril. Bonjour. Alors c'est toi qui vas nous expliquer un petit peu comment tu vas fabriquer les chemises, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc l'idée c'est de passer d'un bloc alu à un bloc fonte. C'est ça, avec une chemise en fonte qu'on insère. Je te laisse nous expliquer d'où tu pars, où est-ce que tu arrives, comment tu fais. Dis-nous tout. De base, on a un gros lopin comme ça. C'est de la fonte, c'est de la GS 300. D'accord. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a plusieurs types et qualités de fonte. Tu as aussi la fonte qui est coulée et de la fonte qui est coulée avec une centrifuge. Centrifuge, je cherchais le mot, voilà. Exactement. Ça, c'est le cas. Ça, c'est le cas pour celle-là. C'est du lopin plein. Et du coup, on a plusieurs étapes dans la fabrication. Donc, déjà, on a une première étape de dressage de la face, ce qui nous permet d'avoir une prise de mort. Qu'est-ce que tu appelles une prise de mort? Une prise de mort, c'est ce qui va te permettre de. Oui, ok, le mort de la machine. D'avoir une forme qui est adaptée au mort et avoir un super bon serrage. Ok, j'avais pas fait le ratio entre le mort, la pièce qui mord et. Je me suis dit, c'est quoi là? Donc, du coup, une fois qu'on a fait notre prise de mort, on se prend dans ce sens-là dans le tour et puis on vient avec ce gros forêt faire un premier forage histoire d'enlever le plus de matière possible et gagner le plus de temps. Donc là, tu vas venir percer, carotter quoi dedans. Voilà, en gros, c'est ça sur 150 mm. C'est déjà le cas ici ou c'est pas le cas? Ici, c'est déjà fait. D'accord, donc là, tu as déjà passé ce forêt-là dedans. Voilà, toutes mes chemises ici sont déjà passées en première étape. D'accord. Donc nous, on va voir la seconde étape. Voilà. Donc la seconde étape, on se reprend dans le même sens sur le tour. Et après, on va venir ébaucher l'extérieur, ébaucher l'intérieur. Et ensuite, finir la pièce. Et ce qu'on appelle tronçonner, c'est-à-dire la couper à la bonne avoir dimension. La pièce finie à la bonne dimension. Une fois que la pièce est finie, il nous restera juste ça. D'accord, donc en fait, on passe de ça, enfin même pire que ça, de ça plein. Voilà. Tu carottes, t'adaptes pour arriver à un résultat d'une chemise terminée. Prête à insérer dans un bloc. Et ça, après, ça va venir se mettre dans un bloc. Mais avant ça, on va voir l'étape d'usinage du bloc après. Mais c'est incroyable de voir déjà la différence de poids. C'est-à-dire que là, je lutte et là, c'est hyper léger. Et ça, tu peux nous parler de la résistance par rapport à un bloc en aluminium? Par rapport à un bloc en aluminium, on revient un peu dans les blocs qu'ils avaient dans l'ancien temps, on va dire il y a 20 ans. Sur les anciennes, des blocs fonte sont beaucoup plus résistantes. Et si je dis pas de bêtises, quand on prépare un moteur, on monte aussi en des chemises fonte. Voilà, c'est un peu plus solide. Eh ben écoute, on va se laisser guider, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça marche. Donc là, la pièce est mise en place dans le tour, le programme est fait. Donc là, tu viens lancer un programme selon ton moteur, je suppose. Voilà, selon la taille de la chemise voulue. Si c'est un 3 litres 2, un 2 litres 7 ou un V8, c'est pas la même chose. Non, c'est pas les mêmes longueurs ni les mêmes tailles. Et là, la machine, tout ce qu'on voit autour, c'est différents outils qu'elle va utiliser pour cette opération-là. Voilà, c'est tous les outils nécessaires pour finir la chemise. Ouais, c'est quand même super assisté, quoi. Du coup, t'as pas besoin de démonter, rouvrir, changer ton truc. Non, voilà, c'est elle qui gère tout, quoi. Ouais. Et là, en temps de fabrication par la machine, il y a combien de temps? Hier, j'étais à 1 heure. Aujourd'hui, je pense qu'on va descendre à 40-45 minutes. Pour une chemise? Ouais. Ah, donc on se rend quand même compte du travail qu'il y a derrière. Plus les étapes d'avant, j'en ai pour un quart d'heure. Donc on va dire que tu as une bonne heure pour fabriquer une chemise. Donc là, c'est intéressant aussi de voir ça pour ceux qui se posent la question, qui font un peu de préparation voiture. Là, on est vraiment dans le monde Porsche, mais si demain vous préparez n'importe quelle voiture, vous allez voir des chemises en fonte. Vous avez de la fonte GS, de la 600, de la machin. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Mais imaginez que vous partez d'un bloc de fonte, il a déjà fallu de la matière, de la fabrication, ensuite vous le coupez, vous l'usinez. Et là, quand on arrive sur une étape de quelque chose qui ressemble à rien, honnêtement, et que vous dites que là, il y a déjà eu plusieurs heures de travail pour arriver là, et que vous rajoutez 1 heure de travail spécialisé pour obtenir votre chemise, bah forcément, ça a un coût. C'est aussi simple que ça, c'est pas quelque chose qui va sortir comme ça. Donc, c'est vraiment pour vous détailler la valeur des choses. Du coup, maintenant, on va procéder au tronçonnage de la chemise. Donc là, tu vas venir en fait découper ce qui te reste sur le mort. Et récupérer ma pièce finie. Et l'intérieur, c'est pareil, c'est fini? L'intérieur, il est fini. Ah ouais, c'est rapide quand même.
Donc là, une fois que tu as tronçonné, la pièce, elle est... Fini. En fait, de faire ça, ça évite vraiment, tu vois, qu'elle tombe, qu'elle soit choquée ou quoi. Avant, on les recevait par carton complet. Puis elles étaient choquées dans les transports, elles étaient plus grandes. Là, tu as un truc brut de fonderie. Là, les brutes finies, c'est moi qui les fais, je sais que tout beau, tout neuf. Bon, bah maintenant, on va aller voir l'étape d'usinage du bloc qui se trouve juste derrière. Bon, donc là, les amis, on se retrouve avec David. Donc David, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu vas nous faire là? Alors là, on va faire la première opération. On va usiner l'intérieur des cylindres pour pouvoir chemiser. Donc on va enlever la partie intérieure qui est de la lusile. Une petite collerette pour mettre la chemise. Et ça se passe. Alors est-ce que tu as une petite pièce? Je crois que tout à l'heure, ton collègue nous a montré une petite pièce pour montrer un petit peu aux gens. Voilà, hop. Alors ici, on a vraiment un plan de coupe. Donc là, on a l'alu du bloc. Et ici, on a le revêtement en alusil qui sert au cylindre actuellement. Ça va être remplacé. Donc cette partie-là va être remplacée par la chemise qu'on a fabriquée juste avant. Et là, David va venir en gros usiner le cylindre actuel dans le bloc pour retirer cette partie-là et qu'on puisse, à l'étape d'après, insérer la chemise directement dans le bloc. Je me trompe pas, j'ai pas dit de conneries? C'est exact. Putain, il m'a mis à bout. Donc là, tu viens fixer ton bloc à tes supports. On va tirer le... la prise. Et là, tu pars sur un usinage qui prend combien de temps? Alors, la première opération, elle fait, avec le palpage, elle fait 25-30 minutes. Finalement, l'opération la plus longue, c'est le palpage où tu vois. Ah, il vient prendre tous les repères avant de... tous les repères pour usiner au bon endroit. La seule fois que j'ai vu ça, c'est dans les films. Elle va palper le plan de surface du moteur, le plan du cylindre, et après elle va prendre le positionnement du cylindre. Donc elle va le faire en 3 touches pour trouver le centre en fait. Ouais, comme et ça, donc, elle va venir usiner pile dans son centre. Ça, elle sera pile au centre en fait. Voilà. Vu que c'est quand même une pièce c'est une pièce de fonderie en fait, donc même si elles se ressemblent toutes, on a des petites variantes. Donc là, elle va prendre en compte la variante. C'est incroyable la précision que ça. Hein. Ah ouais, quadrille tout et puis hop. Et là, on s'imagine même pas la quantité de travail pour la création du programme. Ah oui, c'est clair. Oui. Parce qu'une fois que c'est créé, ça va. Mais il a fallu quelques heures, à mon avis, pour le mettre au point, le programme. On a fini le palpage. Donc on lance la machine et donc on va arracher la lusile. Donc là, en première opération. Donc en fait, on va le faire en plusieurs... Enfin, elle va le faire toute seule, mais on va usiner les cylindres, ouvrir pour la collerette, faire un petit chanfrein et une dernière tête qui va faire la finition pour avoir une belle finition dans l'alu. Et là, on met à fond. Ah, ça change même l'outil tout seul, quoi. Formidable le truc. Donc là, elle va faire tous ses cycles toute seule jusqu'à la fin en fait. On remet un start après le palpage et on va aller jusqu'à la fin. Donc là, c'est en train de faire la collerette. Là, on fait la collerette. Donc le logement qu'on a sur les... Là, on a finition avant le chemisage, donc on va en faire un, confirmer la mesure. Au moment où il fait le passage, il mesure en même temps? Non. C'est à toi de changer l'outil. L'outil est réglé, donc vu qu'il s'use, on peut avoir une variante. Et du coup, là, tu vas mesurer une potentielle erreur due à l'usure de l'outil. Ouais, enfin, on va surtout mesurer que ce soit bon. Mais après, il peut y avoir, oui, vu que tu as une plaquette en fait qui travaille et qui elle, à force de friction, s'use, normal. Donc, c'est ce qui va faire une variante.
Et vu qu'on est en centième, eh ben, Il n'y a pas le droit. on n'a pas beaucoup d'erreurs. Hop. En fait, tu vas mesurer ta cote dedans. Voilà, ma cote. Là, on est vraiment sur une cote maxi, tu vois. Bon, on va enlever un petit peu quand même. Donc là, tu as eu un petit décalage. Voilà, j'ai un petit décalage. Donc là, tu on va repeaufines le rectifier, réglage de ton voilà. outil, c'est ça? Exactement. Bon, donc là, David, c'est fini? C'est fini. La pièce est prête? Elle est prête, donc on va la nettoyer et bavurer légèrement. Et on passe au chemisage. Donc là, c'est un petit travail à la main, là. C'est du manuel. Et bah, c'est parti. Donc on va le rincer. On va les bavurer là parce que c'est un petit aspect tranchant. Ouais. Qui nous en... Moi, je trouve que c'est propre. Ouais. Ce qui va nous aider lors du chemisage ou à vraiment. Là, tu risques d'avoir une résistance Ouais. de ta chemise sur cette fameuse Le problème collerette. c'est qu'on a entre le moment où tu sors la chemise, enfin tu approches la chemise et qu'elle arrive en bas, Et quelques secondes et ça s'est déjà réchauffé. c'est une journée et demie, 2 secondes. Ça... Donc si tu ne trouves pas ton point central, eh ben, puis, elle s'arrête là. Parce que vous allez voir, l'étape d'après, en fait, c'est vraiment la réaction thermique qui va faire que ça s'emboîte. On va en refroidir une très fortement, on va en chauffer une très fortement. Et les dilatations, une va se resserrer, l'autre va se dilater et ça doit s'emboîter. Et après, ça bouge plus. Bon, donc là, David, l'étape. Alors Alors là, là, tu as mis des gants, là, voilà. t'es chaud, là. Donc on va sortir le bloc. Donc là, tu as mis ce que tu as usiné tout à l'heure, tu l'as mis au four. On a mis au four et donc les chemises qui sont à côté. Donc là, l'étape, c'est la dilatation. Et là, à l'inverse, tu les as refroidies les chemises. On se rétracte. Et donc là, le but, c'est de rétracter la matière, c'est de dilater la matière. Et donc si on en dilate une, on en rétracte une, normalement, ça doit s'emboîter. Donc là, on va les laisser faire. Et donc là, le but, c'est d'être vraiment rapide, parce qu'en fait, à la température ambiante, les pièces vont, elles, refroidir, donc se resserrer, et l'autre se réchauffer, donc se dilater. Ah, c'est beau. Et là, Voilà. Et on immédiatement, voit on peut plus la retirer. Là, c'est fini. On peut voir qu'elle reprend la température. Ah ouais, on voit. Après, il y a une solution, sinon, c'est qu'on la met, on prend une grande masse. C'est un peu plus Aussi, brutal. ouais. Ça a failli. Et donc là, maintenant, en fait, tu vas venir, du coup, resurfacer tout ça. Alors là, on va le laisser reposer et qu'il revienne à température ambiante. On va prendre les hauteurs de dépassement de chemise. On passe à la presse. 10 pour tonnes être sûr qu'elle soit bien au fond. pour être sûr. Et puis si elles n'y sont pas, bah, elles le seront. Et après, donc, on va réduire la hauteur de la collerette et se rapprocher de la cote finale sur l'alésage intérieur. Donc ça va être sur les machines d'après. Sur la machine d'après. Donc on va passer à la presse. On va plaquer nos chemises. Donc là, je vois que tu as un support qui est fait maison pour être adapté à ta Voilà, chemise qui a du vécu, mais qui et qui fait le boulot. qui va très bien, qui fait le boulot. Hop. C'est des centièmes, voire. Parce qu'en fait, quand tu lâches ta chemise froide dans ton bloc chaud, Alors soit dans la descente, eh ben, ça refroidit tellement Trop vite que ça va pas lui jusqu'au ralentit fond. sa descente. Ou des fois c'est l'inverse, c'est qu'elle tape, elle rebondit. et direct, le choc thermique Voilà. est tellement instantané Elle que rebondit mais elle redescend pas, quoi. C'est un rebond. c'est là où on voit que c'est hyper rapide le choc thermique. quoi. À l'œil, on va rien voir descendre, hein. Ah, toi, tu pourrais le mesurer avec des outils de mesure, Voilà, mais donc là, à on a, l'œil. pris, on a pris les mesures en fait qu'on a marquées, les hauteurs de dépassement. Et voilà, là on est à nos 10 tonnes en fait. Voilà, on reste quelques secondes. Et bien Et on va évidemment, voir le voisin. tu fais toutes ces étapes-là avant la rectification, parce que je suppose que tu peux aussi avoir un impact de tordre un Exactement, petit parce peu que ton donc, bloc. quand on va rectifier, donc, quand on retourne dans le centre d'usinage, on va d'abord descendre la hauteur de collerette, se rapprocher le plus possible du plomb de joint. Donc le problème c'est que si on n'a pas passé à la presse, eh ben, Ça va le redescendre. risque c'est qu'en fonctionnement, c'est qu'elle redescende. Et puis, ben,
il y aura un passage qu'on ne veut pas. Et puis les étapes, elles doivent être faites dans le bon ordre. Parce que si tu passes la presse après la rectif, tu peux aussi avoir une variation de ton bloc. On va se retrouver avec une chemise plus bas que le plan de joint. Donc la prochaine étape, David. Et ben on retourne dans le centre d'usinage. Et on s'attaque à la rectif. Et on s'attaque à la rectif. Donc on a fini le palpage, donc on va continuer l'action. On va réduire la hauteur des collerettes, des chemises. Refaire un petit chanfrein et mettre le cylindre à 2/10 de la cote finale. Donc là, tu vas venir retailler ton cylindre. Alors en fait, le haut de ma chemise dépasse du bord du plan de joint. Du blanc de joint, Donc ouais. on va le réduire au maximum pour qu'on ait le minimum d'étapes à faire au surfaçage. Sur le surfaçage, on enlève centième par centième, donc ça va faire beaucoup d'allers-retours. Donc là, tu prépares vraiment en fait l'étape de surfaçage Exactement. pour gagner du temps à l'étape d'après. En fait, voilà, on a un petit dépassement ici. On a un petit dépassement, donc on va le réduire au maximum pour se rapprocher du plan de joint. On va faire une toute petite collade pour faciliter le passage des pistons et après on se rapproche le diamètre intérieur de la cote finale du piston. Donc la suite, au surfaçage. Donc là, l'idée, c'est de faire un plan parfaitement droit. Voilà, un billard. Donc sur la surfaceuse, donc on surface sur le plan de joint de culasse côté bloc ou le plan de joint de culasse côté culasse. Donc on fait. Alors moi, j'ai une question. deux. Quand tu surfaces ton bloc ou ta culasse, tu vas baisser entre guillemets leur taille, Oui. baisser ton rapport volumétrique. Est-ce que tu compenses avec un joint de culasse ou est-ce que c'est tellement infime, Non, c'est tellement infime que tu vois rien quoi? on fait rien. Ok. Et à l'inverse, si on voit qu'on descend trop bas, Tu fais un joint de culasse qui on fait un compense. joint de culasse. Alors, soit il existe en cote rectif, Soit tu le fabriques. il n'y en a pas beaucoup sur ces moteurs, soit on le fait faire sur mesure. Donc là, tu as calé ta pièce, tu vas prendre tes points de Voilà. repère. On va palper. Donc là, ben, voilà. Tu prends ton point zéro. On prend notre point zéro. Et là, tu as le droit à quelle marge d'erreur? Entre 3 et 4 centièmes, vu qu'on a des cales de 5, Pour l'instant, c'est bien. Hein. pour l'instant je suis bien. Et après, des fois le phénomène, on va dans l'autre sens. Donc tu vois, là on est à 5 cette fois. Ouais, là, t'as un peu Donc on plus. pourra rectifier avec la cale. Ça, tu vois, là, on est à 5. Voilà, on est à 0. Voilà, la variante elle est de 1 à 2 centièmes au max, donc on est impeccable. Je fais des traces parce qu'il y a des Ouais, bon, endroits ça passe. il y a des endroits en fait où ça va briller, mais tu ne seras pas sûr d'être passé en fait. Alors, bah, ça va être bon. On n'a plus de zone de marqueur sur le haut des chemises. Alors, on va juste vraiment sur la dernière. Non, bah voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, David, là? Alors là, on va faire l'ouverture pour passer les axes de piston. L'axe qui passe par Alors, là. je te laisse expliquer à la caméra. Donc l'axe qu'on passe par là et qui traverse tout le bloc. Alors on va faire une ouverture en U, en fait, pour arriver jusqu'au dernier piston. Ouverture que tu as déjà, en fait, de En base. fait, qui est déjà de base, mais qu'on a Voilà, qui est bouché ronde. avec le. qu'on a Donc, toi, bouché elle est avec le ronde et chemin. là, toi, tu vas la faire en U. On va faire un U. Parce qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a nos pistons qui vont être insérés, mais les bielles qui seront déjà dedans. Et pour mettre l'axe du piston qui va venir se tenir sur la bielle, et ben en fait, ça se passe par le petit trou qui est là. Donc vous imaginez qu'il faut passer un outil ici pour aller mettre l'axe de piston sur le cylindre numéro 3 ici. Pareil pour le circlipse.
Et ensuite, on refait la même chose pour le 2 et pour le 1. Donc du coup, il va falloir qu'on puisse passer. Donc là, vous voyez les petits trous dedans. Et vu qu'on a rechemisé, en fait, on a bouché les trous. Et là, vu qu'on ne peut pas repercer droit, on va devoir faire un U, donc casser un petit peu ce qu'il y a dessus pour revenir usiner le U. Ce qu'on est en train de faire là, préparer, vous allez pouvoir l'imager dans la prochaine vidéo sur le remontage. Donc là, ça y est, on a terminé l'étape d'ouverture des lumières et voilà ce que ça donne. Donc là maintenant, dernière étape de préparation pour le bloc moteur, David. Le haunage, où on va mettre les cylindres à la bonne cote par rapport aux pistons qui sont censés avoir la même cote et qui n'ont jamais la même cote. Alors on va aller sur la machine et tu vas expliquer aussi l'importance des rayures que va produire le haunage. Donc là, c'est la cote qu'on a eue en sortie d'usinage sur la dernière opération. Donc on se rapprochait à un dixième et demi de la cote finale. Donc là, on va auner, enlever la matière, mettre l'écart de 5 dixièmes qui est 5 centièmes pardon, qui est préconisé. Donc là, tu vas tout simplement créer le bon jeu qui va avec le bon piston. Voilà. Parce que pour l'instant, à l'instant T, le piston, il rentre pas. Voilà. Et deuxième étape, tu vas aussi laisser des rayures dans ton cylindre, ce que peu de connaisseurs peuvent apparenter à un cylindre mort sur des forums, alors que pas du tout. Les rayures que va produire le haunage, elles sont très importantes. Je te laisse expliquer pourquoi. Ben, déjà, c'est pour la lubrification, hein, pour laisser un voile sur le cylindre, donc pour le... Je cherche le mot. En fait, pour vous expliquer de manière simple, si la paroi serait trop glissante, l'huile n'adhérerait pas dessus et on aurait tout simplement, ce qui peut être bête, mais une mauvaise lubrification. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à dire c'est pas rayé, ça va moins griffer. Mais en fait, c'est pareil parce qu'il faut trouver le juste milieu entre pas griffer, mais aussi adhérer l'huile pour avoir une résistance d'écoulement du film d'huile. Et les rayures, elles servent à ça. Donc là, tu vas régler la machine. Comment ça se passe? Tu lui dis la mesure que tu veux. Elle va calculer la mesure que tu as actuellement. Alors en fait, la machine, on lui donne un point zéro. Elle va se mettre à un point zéro. Et on va lui dire à partir de ce point zéro, tu m'enlèves tant de matière. Parce que toi, tu auras mesuré au préalable. J'aurai mesuré au préalable. Donc sur un cylindre, je vais lui tant de matière. Tu sais comment il faut. Et je sais combien il faut. Donc elle part d'un point zéro et toi, tu pars d'un point que tu as mesuré. En fait, elle, je lui donne le delta à enlever entre le point zéro et le point d'arrivée. Et ce que toi tu veux. Ce que tu as mesuré, ce que tu veux. Voilà. Chaque étape est hyper importante. C'est sûr. Oui. On ne se rend pas compte, hein. Certains pourraient se dire oh, 12 000 € un moteur refait, c'est une fortune. Et quand on voit le boulot, les étapes une à une qui sont faites, c'est largement justifié. Oui, puis là, l'investissement des machines et du consommable. Et l'investissement temps aussi, c'est-à-dire que quand on voit le nombre d'étapes, le temps passé par étape, enfin, c'est du démontage au sablage. J'ai l'impression que le sablage, c'est une éternité tellement qu'on a fait d'étapes. Ah, c'est sûr, hein. Donc là, ça y est, c'est donc la matière qu'elle enlève, donc on voit ça descend, et là la courbe d'effort en fait sur toute la longueur du cylindre, où on voit qu'elle ne s'écarte pas. Elle va permettre de faire un cylindre parfaitement droit et pas un truc un peu ovale. Exactement. Quoi. Donc là, tu as le mouvement et la puissance. Exactement. Donc on voit qu'elle appuie par exemple plus vers le milieu de la chemise. Bah là, plus vers le milieu, puis un coup la courbe elle va être sur le bas. Ouais, c'est impressionnant. Ça te sort un truc carré. Quoi. Voilà. Donc là, ça y est, l'étape est terminée. L'étape est terminée, donc on contrôle. Hein, parce que la machine elle est bien, mais elle a le droit de se tromper. C'était une petite lumière pour montrer aux gens un petit peu les stries. Donc là, forcément, nous on va finir, mais pour la vidéo, on va juste vous montrer un. Voilà, là, on voit bien les stries que ça a créé. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais donc là, ça a vraiment créé des stries sur les surfaces qui vont permettre en fait de donner une accroche au film d'huile. Sans ces stries-là, bah, c'est bête à dire, mais votre moteur est mal lubrifié. Et donc, c'est contre-productif. On roulait à 0,4. On est à 0,4. Parfait. Donc on continue. Donc là, ça y est.
Une fois qu'on aura terminé ça, pour nous c'est fini, on passe au moteur, la culasse. Oui, parce que là après le boulot c'est Nettoyage. un gros nettoyage et après nos collègues au remontage. Voilà, donc on va pas vous alourdir cette partie-là avec du nettoyage. Donc maintenant les amis, on va passer directement sur la réfection de la culasse. C'est parti. Bon, on se retrouve cette fois-ci avec Cyril de nouveau pour la partie culasse. Alors explique-nous Cyril ce que tu vas faire là. Alors là, on va procéder à l'épreuve de la culasse. En gros, on va balancer de l'air tout dans le circuit d'eau et voir s'il y a une fissure. Donc on va mettre ça dans un bac qui est chauffé à 70 degrés, à peu près une température moteur on va dire. On va le plonger dans l'eau et voir si ça bulle ou pas. Si ça bulle, ça veut dire que la culasse sera fissurée. Donc à réparer. D'après ton expérience, ça fissure où généralement? Normalement, ça fissure de l'autre côté du plan de joint, dans les puits de bougie. Ok, et verdict. On va vérifier ça. Donc là, elle est déjà sous pression ou pas encore? Là, normalement, ouais, elle est déjà sous pression. Tu balances combien de pression d'air dedans? On est à 2 bars. C'est celle liée à un problème, une défaillance, quoi. Et généralement, ça fuit entre le puits de bougie et les pastilles. Donc là, pour toi, c'est nickel, elle fuit pas. Pour moi, c'est bon, elle fuit pas. Ok, bon, première étape. Check. Check. La suivante, c'est quoi? Ensuite, on va procéder au remplacement des guides de soupape. Donc là, c'est pareil, on va vous en filmer qu'un seul. Parce qu'il y en a pas mal sur chaque culasse, il y a 2 culasses, ça va être trop lourd sur la vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les guides de soupape, ils sont fabriqués ici en interne, on va vous montrer de quoi ils partent. Et on va vous montrer comment en changer un. Après, c'est la même chose pour tous. On se retrouve devant la machine qui fabrique les guides de soupape. Ils partent de ça, donc une barre de 3 mètres. 3 mètres, c'est ça. C'est quel matériau? C'est du bronze. Et après, tu nous obtiens quoi? Après, on obtient juste un petit guide de soupape de cette taille-là. Voilà. Donc, on part d'une barre d'1 mètre qu'on emboîte dans la machine. Et après, elle tourne, elle nous fait un cycle de 22 pièces. Et on se retrouve avec des guides de soupape finis. Et donc ça va aller retrouver la culasse une fois qu'elle a été éprouvée. Alors là, Cyril est en train de préparer l'endroit où on va insérer ces nouveaux guides. Donc il va extraire tout simplement l'ancien guide de soupape pour en remettre un neuf. Certains vont se demander c'est quoi un guide de soupape? C'est très simple, c'est un guide de soupape. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre soupape, elle va tout simplement être guidée par cette pièce-là dans la culasse. Donc au-dessus, on va retrouver la queue de soupape avec le ressort et en bas, on va retrouver tout simplement la soupape qui va faire l'étanchéité sur son siège de soupape dans la chambre de combustion. C'est aussi simple que ça. Donc là, comment tu vas t'y prendre, Cyril? En fait, j'ai comme un chasse-goupille que je mets par-dessus le guide que je veux extraire. Qui vient s'emboîter du coup dans le guide. Voilà, il vient juste s'emboîter et après, à l'aide de la presse, je viens de sortir son logement. Ta pièce, elle donne le bon angle pour du coup tu pousses droit. Voilà. Et ça sort à combien de tonnes ça? Ça force même pas. Ouais, ça force même pas. Et voilà. Donc là, on a sorti le premier guide. On va vous en faire un complet parce que derrière, il y a un usinage à faire sur le guide pour préparer le guide. Et après, en fait, j'ai juste cet outil-là. Là. Je le remets dessus puis je refais. Et tu refais même topo quoi, mais à l'envers. Et là, le guide est en place. Opération terminée. Il n'y a plus qu'à faire tout ça pour les autres. Voilà. Bon, du coup, Cyril, on est sur quelle machine là? Donc ici, on est sur la rectifieuse de soupape. On va reprendre la portée de la soupape pour avoir un angle tout neuf. Ensuite, on vérifiera l'étanchéité avec la serviette est juste à côté. Que du coup, là, tu vas reprendre l'angle de la soupape. Ensuite, tu vas reprendre l'angle du siège pour avoir une fermeture parfaite. Voilà, c'est ça. Donc là, on entend que j'ai à peine touché la portée de la soupape. Ça fait un peu le bruit d'un grillon. Ouais, elle commence déjà à briller. Ouais. Ensuite, quand le bruit sera continu, ça veut dire que la soupape elle est parfaitement rodée. Oh, mais bon. Ça se fait à l'oreille quoi. Ouais. Et du coup, l'étape de rodage comme ça, tu la fais pas? Normalement, non.
Après, tu as toujours ce qu'on appelle le rodage de la mécanique aussi. Quand en fonctionnement, elle va se marteler, ça va tourner, ça va reprendre. Toujours un petit détail, nous, quand on remonte les soupapes sur la servie, on essaye que ça soit à moins 0,8 bar de dépression. Pour que ça soit montable au tourné. Ouais. Donc là, maintenant que tu as rodé tes soupapes, là maintenant, on va procéder à la rectification des sièges de soupape. donc le siège de soupape, pour ceux qui se posent la question, c'est cette partie-là. Et c'est là que va se faire l'étanchéité de la soupape. On a cette surface-là qui va rentrer en jonction avec cette surface-là. Et ça doit être parfaitement étanche. Donc là, on va venir se centrer dans le guide. Parce que c'est le guide du coup qui va te faire ton centrage là-dessus. Voilà. La machine, elle réagit comme un coussin pneumatique. Donc là, j'ai passé la laser pour adapter au diamètre de la soupape. Donc là, tu vas venir travailler ton guide et ensuite t'apporter. Reprendre l'alésage. Et c'est là où c'est important du coup de faire l'alésage de ton guide de soupape en même temps que ta rectification de siège. Au moins, tu changes jamais ton axe. Et ton angle est parfait, quoi. Voilà. Comme du chien. Mais bien évidemment, après, il y en a 32 à faire. Hein. Donc, ça prend un petit bout de temps. Voilà, on va vous passer tout ça, on va en faire une ou deux pour la vidéo et le reste, on va laisser travailler Cyril. Normalement, voilà. Parfait. On est bon. Donc là, tu dérègles pas l'outil, tu retires juste là, la partie fraise. Voilà. J'enlève la laser et je remets un pilote qui va simuler la queue de la soupape. Qui va guider. Comme ça, quand je vais usiner mon siège, ça va éviter que l'outil rentre en vibration. En fait, première étape, tu guides. Deuxième étape, tu changes pour mettre la fraise parce que tu as déjà guidé. Troisième étape, tu reguides en faisant le siège. Il y a beaucoup de manutention quand même à chaque fois. Hein. Et ça, répété 32 fois. 32 fois par culasse et puis il y a une paire de culasses par jour ou deux. Quand tu fais un V8, il y en a 32. Quand tu dors le soir, tu penses guide de soupape. Donc là, normalement, l'outil il est réglé à la bonne taille par rapport à chaque soupape qu'on a rodé. Là, je viens de me mettre à 0. Et après, c'est parti. C'est parti. Donc là, le siège est rectifié. Comme tu peux voir, on est descendu d'à peu près 7 dixièmes. Donc après, il faut que j'aille faire le deuxième. Une fois que le deuxième il est fait, je regarde si c'est étanche. Et ainsi de suite. Parfait. Alors pour ceux qui pourraient se poser la question de ce qu'on appelle le siège de soupape, vous voyez très bien ici la délimitation entre les deux couleurs. Le siège de soupape, c'est la partie plus foncée et la culasse, c'est la partie plus claire, plus gris clair. C'est exactement le même principe qu'on a vu tout à l'heure avec la chemise qui rentre dans le bloc et quand ça se dilate, tac, terminé. C'est le même procédé. On met à chaud et à froid, on emboîte, ça bouge plus. Donc là, Cyril il vient de terminer 2 soupapes, donc il va vous montrer après comment il fait le test d'étanchéité pour savoir si la soupape est bien rodée. Cyril, tu sais mieux faire que moi. Donc, on replace les soupapes à leur place. Et ici, on a un appareil qui marche par dépression. Donc là, tu viens venir aspirer. On vient aspirer, voir si la chambre est bien étanche. Et là-bas, tu as un manomètre qui monte. Ici, on voit que le manomètre il monte. En moyenne, on est au minimum à moins 0,7 bar, jusqu'à moins 0,8. Voilà, tu es entre les deux. Donc là, on peut voir qu'on est parfaitement étanche. Parfait. Donc maintenant, on va laisser Cyril finir toute la culasse. Bon, donc là maintenant, Cyril, on se retrouve pour le surfaçage. Surfaçage de la culasse. Donc on va refaire un très beau plan de joint tout rectifié. Donc là, première étape, je suppose, tu mesures si elle est bien plane partout avant de la caler. Voilà. Et après, si on a un défaut de plus de 5 centièmes, à ce moment-là, on va équilibrer pour avoir une bonne planéité. On va corriger le défaut de la culasse. On a 2 centièmes de différence, donc on est vraiment pas trop mal. Ouais, c'est pas mal.
peut-être juste là maintenant, tu vas l'avoir ceinture complète. Tu vois, elle n'a pas touché encore le... Ah, pas encore, pas encore. La prochaine. Ça y est? La culasse est toute neuve. Donc là, c'est bon. Là, le plan de joint, il est nickel. Il n'y a plus qu'à remonter. C'est beau. Hein. C'est beau. Impeccable. Donc là, maintenant, on va clôturer cette petite vidéo. Ça y est, ça se termine. Ça y est. J'espère que maintenant, vous êtes les rois de l'usinage moteur. Vous avez piqué tous les secrets de fabrication à Flat 69. Non, je plaisante. Bon, déjà, il va falloir un beau billet d'investissement pour les machines. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu vraiment sur l'usinage. Je remercie tous les interlocuteurs que j'ai eus, y compris toi, Cyril, pour tout ce que tu as pu nous montrer sur cette vidéo-là. C'est avec plaisir. Un grand merci à toi et à toute ton équipe. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bien évidemment, si vous souhaitez contacter Flat 69 pour faire de votre moteur le plus beau moteur, les liens seront également en description de la vidéo. Et bien évidemment, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne YouTube, pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos et surtout pour la prochaine vidéo qui arrivera sur ce moteur-là, le remontage. Allez, à très bientôt. Ciao!